Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble, tel était le thème du 65e anniversaire de l'indépendance de la Guinée célébré ce 2 octobre. Un traditionnel discours à la nation était donné la veille par le président de transition, Mamadi Doumbouya. Renforcement de la coopération bilatérale entre le Rwanda et Singapour. Les deux États ont scellé un protocole d'accord effectif pour une durée de 5 ans. Plusieurs secteurs sont ciblés, dont celui des TIC. Et puis le secteur bancaire africain face au défi de la digitalisation pour accélérer leur transformation numérique. De plus en plus de banques s'associent à des fintechs. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, l'Algérie assurera la médiation en vue de trouver une issue à la crise politique nigérienne. Dans un communiqué diffusé le lundi 2 octobre, le ministère algérien des Affaires étrangères confirme que cette proposition de médiation a été acceptée par le Niger. Des discussions dites préparatoires seront orchestrées par le ministre Ahmed Attaf qui doit se rendre prochainement à Niamey. Dans ce même communiqué, Alger indique par ailleurs avoir proposé à la junte un plan de transition de 6 mois avant un retour à l'ordre constitutionnel. Niamey, de son côté, stipule que la durée de la transition sera fixée par un forum national inclusif. Ce lundi 2 octobre était un jour de fête pour la Guinée. Le pays d'Afrique de l'Ouest célébrait le 65e anniversaire de son indépendance. La veille de cette célébration, le président de transition Mamadi Doumbouya s'est adressé à la nation. L'occasion pour le leader du CNRD de rappeler les objectifs de la transition sur le volet politique, économique et social. Les précisions de Aïcha Moyouzami. S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble, c'est le thème du 65e anniversaire de l'accession à la souveraineté de la République de Guinée le 2 octobre. Lors de son adresse à la nation, le président de la transition, Mamadi Doumbouya, a dressé un bilan des avancées réalisées depuis le putsch du 5 septembre 2021. Il a souligné les progrès en matière de réconciliation nationale, de développement économique et de réforme institutionnelle. Sur le plan de la réconciliation nationale, le président Doumbouya a rappelé que le tissu social guinéen était complètement fissuré, la priorité de la transition étant de rétablir le vivre ensemble. En effet, le 5 septembre 2021, lorsque les forces de défense et de sécurité prenaient leurs responsabilités pour la rectification institutionnelle de notre pays, le tissu social était complètement fissuré, avec une quasi-absence des valeurs de vivre ensemble. Les Guinéens ne se regardaient plus en frères et sœurs. C'est pourquoi le thème central du 65e anniversaire de notre accession à l'indépendance n'est pas fortuit. S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble. Ceci dans le but d'atteindre dans un ordre très précis, les 3 priorités de la transition qui portent sur le social, l'économie et le politique. Évoquant le développement économique, le président Doumbouya a précisé que la Guinée dispose de ressources naturelles abondantes qu'il convient d'exploiter de manière responsable et équitable. Il a également annoncé que le gouvernement travaillait à diversifier l'économie pour réduire la dépendance du pays aux matières premières. Pour atteindre ces objectifs, le président par intérim repose les priorités du pays sur la réforme institutionnelle. Il a alors rappelé que la transition était engagée dans un processus de réécriture de la Constitution. Nous investissons dans l'agriculture pour accroître la production alimentaire et créer des emplois dans les zones rurales. Nous encourageons également les investissements dans les secteurs de l'industrie, de l'énergie, de l'infrastructure et des technologies de l'information pour stimuler la croissance économique. Dans le cadre des secteurs prioritaires, comme la santé, les infrastructures et l'éducation, les réalisations ainsi que les efforts consentis sont visibles par nos concitoyens. Le président Mamadi Doumbouya a conclu son discours en annonçant des réformes dans la fonction publique en particulier avec le projet de biométrisation des fonctionnaires en cours.
Les différentes réformes engagées par le gouvernement de transition devraient ouvrir des perspectives d'emploi en plus des opportunités considérables qui seront offertes dans le cadre du projet minier Simandou qui prévoit la construction d'un chemin de fer d'environ 670 km pour relier le corridor minier à un port minéralier sur la côte guinéenne au sud de Conakry d'ici décembre 2024. L'actualité nous emmène également en Égypte où le président Abdel Fattah el-Sisi a officialisé sa candidature à la présidentielle, un scrutin qui se tiendra du 10 au 12 décembre prochain. Le chef de l'État qui brigue un troisième mandat l'a confirmé ce 2 octobre à l'issue d'une conférence de 3 jours. Le dirigeant égyptien affirme vouloir conserver le fauteuil présidentiel pour continuer à rêver avec un nouveau mandat. Il a par ailleurs appelé les Égyptiens à faire de l'élection présidentielle un vrai début d'une vie politique pluraliste et diversifiée. De nouvelles perspectives de coopération se dessinent entre le Rwanda et Singapour. Le ministère rwandais des Affaires étrangères et la Singapore Cooperation Enterprise ont signé un protocole d'accord en vue de renforcer le développement socio-économique des deux États. Effectif pour une durée de 5 ans, ce partenariat ciblera plusieurs domaines stratégiques dont les TIC, la cybersécurité ou encore les infrastructures. Marie-Raphaël Antolo. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Rwanda et l'entreprise de coopération de Singapour ont signé le 30 septembre un protocole d'accord pour renouveler et renforcer davantage la coopération bilatérale et le développement socio-économique mutuel. Ce protocole d'accord qui va s'étendre sur une période de 5 ans va également permettre aux deux pays de collaborer dans des domaines critiques tels que les TIC, la cybersécurité, la durabilité et le changement climatique, le commerce du carbone, la planification urbaine des villes rwandaises, les zones économiques spéciales, le conseil technique en matière de développement des infrastructures et des transports, ainsi que le renforcement des capacités et le développement du capital humain. Cette coopération a été réalisable par le fait d'investir sur le peuple en mettant en place de bonnes politiques, en choisissant de bonnes politiques et en se soutenant mutuellement pour atteindre des résultats significatifs. Singapour et le Rwanda ont établi des relations diplomatiques le 18 mars 2005 et ont depuis conclu de nombreux accords commerciaux. Un accord visant à éviter la double imposition a été signé entre les deux pays en août 2014 afin de faciliter les échanges bilatéraux. Au cours des 5 dernières années, au moins une douzaine d'entreprises singapouriennes dont les investissements total s'élèvent à plus de 100 millions de dollars américains ont été enregistrés au Rwanda. Ce n'était un processus automatique qui doit être pris à la légère. C'était le fruit d'une étroite collaboration. Concernant le commerce du carbone, qui est un aspect relativement nouveau, le Rwanda s'apprête à dévoiler son système de marché du carbone lors du 28e sommet des Nations Unies sur le climat qui se tiendra du 30 novembre au 12 décembre. Ce nouveau protocole d'accord vient ainsi renouveler le précédent accord commercial entre les deux pays qui a expiré en octobre 2020. Le 5 octobre prochain, l'Algérie et l'Union européenne se retrouveront de nouveau autour de la table des discussions axées sur l'énergie. Une 5e série d'échanges où les deux parties exploreront de nouvelles pistes pour renforcer leur coopération énergétique. Premier exportateur africain de gaz naturel, l'Algérie est l'un des principaux fournisseurs en gaz de l'Europe avec des réserves avoisinant les 2500 milliards de mètres cubes. Ameneji. Acteur majeur dans le secteur énergétique, l'Algérie cherche à renforcer sa position en tant que fournisseur fiable d'énergie en Europe. À cet effet, la 5e série de discussions de haut niveau avec l'Union européenne, axée autour de l'électrification et des hydrocarbures, aura lieu le 5 octobre à Bruxelles avec des enjeux considérables. Le pays veut explorer des opportunités pour étendre ses parts de marché. En 2021, l'Algérie était classée au 5e rang mondial pour ses réserves de gaz et au 15e pour le pétrole, représentant à elle seule 11% des importations de gaz de l'Europe. Depuis la crise ukrainienne en 2022, l'Europe occidentale cherche désespérément à avoir des partenaires fiables pour remplacer le pétrole et le gaz russe qui était bon marché. Et l'Algérie se trouve être à côté de l'Europe et puis c'est un partenaire fiable. Et donc je pense que l'Europe a trouvé, et sans pour autant dire que l'Algérie pourra combler tout le potentiel nécessaire à l'industrie énergétique européenne, mais une bonne partie quand même pourra venir de l'Algérie et combler certains déficits.
En détail, l'Algérie souhaite coopérer avec l'Union européenne en matière de transfert de technologies, de développement de compétences locales et d'investissements concrets dans des projets tels que l'hydrogène, l'énergie solaire et l'éolien. Selon le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, environ 90% des exportations de gaz algérien partent vers l'Europe et le pays dispose d'un excédent de production électrique de plus de 8000 MW par jour, ouvrant ainsi la possibilité d'exporter de l'électricité vers l'Europe. L'Algérie, par contre, devrait s'atteler à pouvoir trouver aussi en Europe occidentale des transferts de technologies qui vont rebooster son industrie. Donc, je pense, à mon avis, que l'Algérie aussi pourra tirer profit de l'Europe dans des transferts de technologies qui manquent à l'industrie algérienne. La collaboration entre l'Algérie et l'Union européenne vise par ailleurs à promouvoir la diversification du mix énergétique et à contribuer à la transition vers des sources d'énergie plus propres. L'enjeu pour l'Union européenne est également de sécuriser une source d'approvisionnement fiable en énergie. Avant de réduire les importations russes du fait du conflit avec l'Ukraine, l'Union européenne couvrait 40% de ses besoins en gaz et 30% de ses besoins en pétrole à partir de la Russie. Comment les établissements bancaires africains peuvent-ils accélérer leur numérisation ? À l'ère des nouvelles technologies, la transformation digitale est devenue un impératif, notamment pour améliorer le taux de bancarisation. Pour y parvenir, les banques se tournent davantage vers des sociétés de technologie financière. Selon un rapport de la Banque européenne d'investissement, en Afrique subsaharienne, 2 banques sur 3 scellent des accords de coopération avec des fintechs. Philométine. Le secteur de la banque en Afrique est aujourd'hui en pleine mutation avec l'essor d'usages technologiques qu'offrent les opportunités du numérique. Les sociétés de technologie financière offrent aux utilisateurs des fonctionnalités plus avancées et presque tous les mêmes services que les banques traditionnelles. Selon la Banque européenne d'investissement, 2/3 des banques actives en Afrique subsaharienne nouent des accords de coopération avec des sociétés de technologie financière, s'y associent ou y investissent. Le digital est en train de créer ce que nous appelons une innovation de rupture dans beaucoup de secteurs. Et dans le secteur de la banque ne fait pas exception. Donc ça veut dire qu'il y a de nouveaux produits qui sont sur le marché. Et donc les banques étant trop rigides, étant trop réglementées, pivoter leur business plan vers des solutions innovantes à leur sein devient compliqué. Et donc la seule option qu'ils ont, c'est pouvoir coopérer avec les fintechs. Le développement de la finance numérique sur le continent est porté par l'adoption massive de l'argent mobile. Ce secteur est celui qui attire le plus d'investissements au sein du paysage technologique africain. Entre juillet 2021 et juin 2023, les fintechs africaines ont réalisé des levées de fonds d'un montant total de 2,7 milliards de dollars. Le système bancaire étant très rigide, donc la meilleure façon de pouvoir rapidement se positionner, de continuer par vivre de façon durable, c'est d'arriver à mettre en place cette coopération. En dehors de ça, ce que les banques peuvent faire, c'est de créer des structures parallèles qui sont autonomes, qui sont capables de pouvoir être agiles et de pouvoir répondre de façon rapide aux évolutions du marché, aux demandes de la consommation. Les banques traditionnelles et les fintechs visent toutes deux à fournir des services financiers agiles aux consommateurs. La technologie des fintechs sert à aider les entreprises et les consommateurs à gérer plus facilement leurs finances et leurs opérations. Cependant, 43% des banques africaines considèrent les fintechs comme une grande menace pour leurs activités, selon le rapport 2023 sur la transformation bancaire numérique en Afrique. Dans l'actualité sportive à présent, l'aventure s'arrête pour le Horoya Athletic Club. Le club guinéen n'est pas parvenu à décrocher son ticket pour les phases de poule de la Ligue des Champions de la CAF. Les joueurs de Romain Folz se sont fait éliminer malgré leur victoire lors du match retour face au club ghanéen Medeama Sporting Club. Score final 2-1. À l'aller, la sélection guinéenne s'était inclinée sur un score de 3-1. Retour sur cette rencontre avec Mamadou Mokhtar Souari.
Les 2 buts marqués par le capitaine Okansi Mandila et Mohamed Keïta n'ont pas suffi pour rattraper la défaite concédée le 17 septembre au match aller 3-1. Score cumulé des 2 rencontres, 3 pour le Oroya AC et 4 pour Mediama SC. Malgré la victoire à domicile samedi 30 septembre, 2-1, le Oroya sort ainsi au 2e et dernier tour préliminaire de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football avant la phase de groupe, dont le coup d'envoi de la première journée est prévu le 24 novembre 2023. Quand tu prends défensivement, ok, mais même offensivement, au milieu du terrain, c'était pas comme cela. L'attaque, alors ils ont joué. Il n'y avait pas en réalité ce qu'on appelle, les grands entraîneurs connaissaient qu'on appelle le mouvement constant des attaquants. Vous voyez, parce que il y avait des petits détails, mais je crois qu'ils vont corriger. Parce qu'il y a eu changement d'entraîneur, beaucoup de joueurs ont bougé. Et ceux qui sont là, on a fait venir des jeunes joueurs qui promettent beaucoup, mais dans l'avenir, je crois que ça peut faire feu. Le club ghanéen Mediama Sporting Club intègre les phases de groupe de la Ligue des Champions, une première dans la compétition continentale pour ce club créé en 2022, grand motif de satisfaction pour l'équipe dirigée par Austin Adotei. Ce n'est pas facile de battre le Oroya 3-1 à l'aller et ici. Bien qu'on a perdu, je suis très heureux parce que nous avons atteint l'objectif qu'on m'a fixé, celui d'aller en phase de groupe. Pour le Oroya, cette élimination avant la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF conduit le club à manquer pour la 8e fois cette compétition. Au niveau national, le Oroya, avec 20 titres de champion de Guinée, a terminé 2e de la saison au championnat de football de Ligue 1, clôturé le 18 juin 2023. Le Oroya s'est classé 2e de la saison 2023 derrière Afia, autre équipe guinéenne qui ne participera pas à la phase de poule de la Ligue des champions de la CAF après son élimination par le club marocain Wydad 3-0 au match retour le 30 septembre pour un score cumulé de 4-1 en 2 rencontres. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.